Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette septième émission, justice citoyenne, regard croisé entre citoyens et juristes, notamment l'avocat Maître David Guyon. Je vous fais la petite présentation très rapide pour cette émission, ce soir sur la prime Ségur. Quels sont les oubliés de la prime Ségur que l'on va aborder avec David Guyon, qui avait déjà abordé le sujet, notamment sur sa chaîne YouTube. Dans un premier temps, nous diffusons sur un ensemble de plateformes, les deux pages Facebook de David Guyon, avocat, ainsi que la page Facebook du collectif Libertad. On diffuse également sur les chaînes YouTube de David Guyon et du collectif Libertad. On voit donc les commentaires qui arrivent sur ces deux pages Facebook et ces deux chaînes YouTube pour pouvoir y répondre en direct. Et on diffuse également un petit peu sur Twitter. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à aller sur les liens Facebook et les chaînes YouTube. Pensez à vous abonner, vous relayer, retweeter, notamment au compte Facebook et les chaînes YouTube pour nous donner davantage de visibilité et toujours montrer davantage d'éléments. Sans plus tarder, on accueille le maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. Bonsoir David. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Ce soir, on va aborder un point sur la prime Ségur et les oubliés de la prime Ségur. Sans plus tarder, je t'en prie, on est parti pour entrer dans le vif du sujet. Merci Pierrick. Écoute, j'en profite pour rappeler effectivement que c'est important de partager. Deux commentaires. Alors, on a eu une vidéo il n'y a pas très longtemps sur la suspension, sur la convocation des soignants suspendus. Il y a eu un peu plus de 400 commentaires. Je n'ai pas pu répondre à tout le monde, vous doutez. Je m'en excuse pour ceux qui n'ont pas eu de réponse. Mais comme vous le savez, toutes les semaines, vous avez la possibilité de poser vos questions en commentaire et on essaie à la fin de l'émission d'en discuter. Alors, j'ai écrit effectivement un article sur la prime Ségur. Ça me paraissait important de revenir un petit peu sur les raisons d'être de cette prime et effectivement ce à quoi concrètement les agents de la fonction publique, notamment hospitalière, pouvaient avoir droit ou non. On a beaucoup parlé de la suspension sans rémunération. On a quand même, mais malheureusement, on n'a pas toujours parlé des primes qui avaient été accordées aux agents hospitaliers qui avaient dû faire face, notamment pendant la première vague de Covid, à des conditions de travail exécrables, conditions dont les problèmes étaient davantage structurels que conjoncturels. C'est simplement que lorsque la crise est arrivée, nous n'étions pas équipés, contrairement à ce que l'on pouvait dire. Et d'ailleurs, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français en juin 2022 pour justement son incapacité à avoir géré et à avoir prévu la crise sanitaire entre le mois de mars à mai 2020. Ça, c'est une décision très intéressante. Je vais essayer de te la mettre en commentaire. Si tu veux, Pierrick, tu pourras comme ça un petit peu l'épingler. C'est le tribunal administratif de Paris, responsabilité de l'État. La gestion des masques. Vous savez qu'à cette époque, on avait dit que la France avait un stock stratégique. En fait, pas du tout. Simplement qu'on n'avait pas du tout prévu. Pourtant, gouverner, c'est prévoir. Et on voit bien ici que ça n'a pas du tout été le cas. Je te mets ici le tribunal administratif de Paris. C'est sur le site directement du tribunal administratif de Paris. Pierrick, si tu veux diffuser, c'est maintenant. Exactement. Je viens de vous mettre d'ailleurs en commentaire déjà le lien vers l'article juridique de David Guyon. Vous l'avez en commentaire sur les deux pages Facebook, les deux chaînes YouTube. Et je vous mets également là en commentaire le lien que l'on est en train d'évoquer. Je t'en prie, David. Merci Pierrick. Alors, sur la prime Ségur, revenons tranquillement un petit peu là-dessus. On va reprendre un peu mon article juridique sur cette prime Ségur. Alors, la prime Ségur, c'est quoi? C'est une prime de 183 € net par mois pour tous les agents hospitaliers, notamment, pas seulement, visant notamment à revaloriser les salaires des agents publics et à donner une certaine attractivité à la fonction publique hospitalière. Donc ça, c'est les deux conditions qui ont motivé l'instauration et la pérennisation de la prime Ségur. Parce qu'à la base, la prime Ségur, elle a été pensée notamment en matière de crise sanitaire parce que les agents hospitaliers avaient été sollicités plus que outre mesure. Et donc, cette prime, elle s'est pérennisée dans le temps. Cette prime, à la base, elle concernait essentiellement ceux qui étaient en première ligne, c'est-à-dire ceux qui ont fait face aux mesures, à la gestion des patients Covid, avec des gants en plastique, avec des blouses qui étaient en sac poubelle, avec, on l'a compris, et finalement une absence totale de moyens en raison d'une absence de prévision de la part de l'État français. Alors,
effectivement, ça a été dénoncé et le gouvernement, afin de faire taire un peu la polémique, a accordé cette prime Ségur. Cette prime Ségur, dans la fonction publique, aujourd'hui, c'est un décret d'avril 2022 qui la gère, qui l'a mise en place et qui l'a étendue à d'autres agents qui n'étaient pas initialement concernés par le procédé de la prime Ségur. Concernant les agents, les salariés du secteur privé, là, cela relève en fait de négociations par branche avec chacune des conventions collectives applicables. Moi, celle que je connais notamment, c'est celle de la Convention 66, parce que justement, j'ai des recours en ce moment qui sont en cours dans mon cabinet avec la Convention 66. Ce que l'on peut regretter, c'est que les syndicats n'aient pas négocié la pérennisation et surtout la généralisation de cette prime à l'ensemble des agents. Et c'est là qu'on va arriver sur notre sujet, notamment la question des oubliés de la prime Ségur. Les oubliés, en fait, ce sont les agents administratifs et techniciens qui n'ont pas bénéficié de la prime Ségur parce que nous considérions, en tout cas le gouvernement avait considéré, qu'ils n'étaient pas en contact direct, en première ligne avec les patients Covid. Par conséquent, n'étant pas en contact direct avec les patients Covid, ces derniers sont exclus de la prime Ségur. Et donc, c'est tout l'intérêt de l'article juridique que j'ai écrit sur le sujet, c'est de dire qu'en réalité, cette exclusion de la prime Ségur, aujourd'hui, n'est motivée par aucune considération d'intérêt général. Alors, pour savoir pourquoi elle n'est motivée par aucune considération d'intérêt général, en fait, il faut aller voir un petit peu les travaux parlementaires qui ont eu lieu sur la question. C'est-à-dire que l'exclusion des agents administratifs et techniciens de la part du gouvernement fait l'objet de vives discussions depuis quand même plusieurs mois au sein de l'Assemblée parlementaire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, donc, vous trouverez un certain nombre de sources dans mon article juridique dans lequel, effectivement, vous allez pouvoir retracer un petit peu les différents débats qui ont lieu. Alors, est-ce qu'on peut trouver... Alors, c'est ici, voilà. Donc là, Pierrick, je vais te mettre en lien la question qui avait été posée par monsieur François Bonhomme, qui est donc un député qui a demandé au gouvernement pourquoi ils avaient refusé d'intégrer dans la prime Ségur les agents administratifs et techniciens. Et tu verras que la réponse qui a été donnée par François Braun est assez intéressante parce qu'en fait, elle ne répond pas du tout à la question. Ce que nous dit François Braun, je ne sais pas si tu as la possibilité de le diffuser à l'écran. Je vais diffuser en 2 secondes. Je viens de le mettre dans le chat pour tout le monde, dans les commentaires. Et je me mets sur l'écran dans 2 secondes. Attention. Tac. J'essaie d'aller au plus vite. Là, c'est parti. Merci Pierrick. Donc voilà, tout ce qu'on vous dit, c'est sourcé à chaque fois, donc il n'y a pas de difficulté pour retrouver un peu tout ça. Donc monsieur François Bonhomme pose une question. La question, c'est pourquoi les agents administratifs et techniciens sont exclus de la prime Ségur. Et vous allez voir que notre ministre de la Santé répond quelque chose qui vaut son pesant de cacahuètes. Alors je vous la résume. Ce que nous dit François Braun, c'est qu'en fait la prime Ségur a été étendue à un certain nombre d'agents. Et il fait état des différentes extensions qui ont eu lieu au fur et à mesure du temps, pour conclure que, en fait, c'est juste que ça a été étendu. Donc, en fait, il ne répond pas à la question. Et surtout, il ne justifie pas les raisons pour lesquelles il a objectivement exclu volontairement les agents administratifs et techniciens. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a quand même motivé l'obligation vaccinale de tous les soignants parce qu'on considère qu'en réalité, ceux qui sont en première ligne peuvent être contaminés pour ceux qui sont en deuxième ligne et ceux qui sont en deuxième ligne peuvent avoir également des interactions avec ceux qui sont en première ligne, voire avec les patients. Et c'est la raison pour laquelle l'obligation vaccinale contre la Covid-19 a été étendue à l'ensemble des agents, des personnels administratifs, techniciens et de soins. Donc, c'est une façon de penser qui se comprend, il n'y a pas de problème là-dessus. Si le gouvernement fait un choix, c'est un choix politique, il n'y a pas de problème. Il dit que tous les agents sont soumis à l'obligation vaccinale. Ok, acte, on en prend note. Par contre, l'égalitarisme, c'est pas seulement dans les obligations, ça va être aussi dans les droits. Et dans les droits, aujourd'hui concrètement, on a des agents administratifs et techniciens qui sont soumis à l'obligation vaccinale parce qu'on considère qu'ils peuvent avoir des liens et des interactions avec les premières lignes. Par contre, ils ne sont pas bénéficiaires de la prime Ségur parce qu'on considère finalement qu'ils ne sont pas en contact direct avec les premières lignes et que c'est la raison pour laquelle, objectivement, aujourd'hui, même si le gouvernement le dit à demi-mot, ils ne sont pas concernés par cette prime Ségur. Donc, 2 poids, 2 mesures, ça ne tient pas. Donc aujourd'hui, quel est l'objectif de notre petite émission ? J'ai été contacté par un grand nombre de soignants un peu partout en France qui sont venus me voir
en ce qui concerne donc la prime Ségur. Il y a des collectifs un peu partout en France qui s'appellent les oubliés de la prime Ségur, et ces collectifs sont assez actifs pour dénoncer cette injustice. Le problème aujourd'hui que moi je constate, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'action juridique sur cette question. Moi, je regrette lorsque je fais quelques recherches juridiques, qu'en réalité, il n'y ait pas d'action juridique sur la question. Alors, si parmi mes confrères, certains se sont mobilisés sur cette question, bah, merci de nous mettre en commentaire parce que ça m'intéresserait de pouvoir échanger avec eux, parce que concrètement, je trouve que c'est une injustice qui n'a pas de nom. Et cette injustice, je l'espère, sera un jour sanctionnée par le juge administratif, parce que si on commence à accorder des primes à certains agents, alors il faut que l'exclusion d'autres agents repose sur des considérations d'intérêt général. Mais ces conditions d'intérêt général, ils ne peuvent pas être à géométrie variable. Ça ne peut pas être on vous impose l'obligation vaccinale parce que finalement, pour que le secteur hospitalier puisse fonctionner, il faut que tout le monde puisse être vacciné. Mais en même temps, vous ne bénéficiez pas de la prime Ségur parce qu'on considère que finalement, pour gérer véritablement les patients, les agents administratifs ne sont pas indispensables. Ça, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais en tous les cas, il va falloir faire un choix et cela repose sur des considérations objectives. Autrement, on le verra tout à l'heure, c'est une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Alors, ces différents collectifs m'ont contacté un peu partout en France, et effectivement, ils m'ont fait part de leur désarroi, ils m'ont fait part de leur incompréhension, de cette injustice, et il est vrai qu'en m'étant penché sur le sujet, moi je ne peux que constater que, à regret finalement, il n'y a aucun objectif d'intérêt général qui est invoqué par le gouvernement. Et là, on le voit bien avec l'article qu'on vient de diffuser sur la question qui a été posée au ministre de la Santé, quand il répond qu'en fait, le dispositif a été étendu à plusieurs reprises et qu'en réalité, il ne justifie à aucun moment du maintien de l'exclusion des agents administratifs et techniciens. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, mais ça n'engage que moi, le gouvernement n'a pas accordé cette prime aux agents administratifs et techniciens. La raison, elle est simple. C'est que les finances publiques de l'État sont aux abois. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu récemment, Pierrick, on est en train de parler de mettre presque la France sous tutelle parce qu'elle ne tient pas ses impératifs financiers. Donc là, quand je parle de tutelle, je pense à la Grèce, je pense à l'Italie. Donc là, si demain la France est placée sous tutelle, on va connaître la même chose qu'en Grèce. C'est-à-dire des faillites à répétition et en cascade, parce qu'en fait, on va couper les vivres, et quand on va couper les vivres, ça va faire extrêmement mal. Donc là, effectivement, moi, c'est très inquiétant. Donc aujourd'hui, l'État français n'a plus d'argent, et concrètement, il a été obligé de faire des choix. Et ces choix, c'était de dire, on donne quelques miettes aux soignants qui sont en première ligne, puis de toute façon, comme il n'y a pas de solidarité entre eux, et qu'ils se mangent entre eux, parce que, je l'ai vu dans des commentaires, on estime que les agents administratifs ne servent à rien. Si tu veux, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de mobilisation, les syndicats ne sont pas finalement en phase avec leur base, ils n'ont pas envie de défendre particulièrement les agents administratifs, et à partir de ce moment-là où il n'y a pas de défense d'intérêt collectif, en réalité, il ne faut plus que compter sur des initiatives personnelles. Les initiatives personnelles, c'est ce que je connais au sein de mon cabinet. Mais encore une fois, ce n'est pas à mon cabinet de faire ce recours avec l'aide de quelques agents qui vont effectivement avoir l'audace et le culot de se mobiliser contre un système. Ces actions juridiques, elles auraient dû être faites par des gros cabinets et par des syndicats qui ont les moyens de les faire. Et c'est ça qui est regrettable. Alors, est-ce qu'on n'est pas capable de faire ce que font les gros cabinets ? Bien sûr, mais la difficulté, c'est qu'il est regrettable qu'on attende quasiment 2 ans de prime Ségur pour que je sois saisi de cette question. Et saisi pourquoi ? Parce que grâce à nos émissions, grâce à vous, grâce à tous ceux qui commentent, qui partagent, parce qu'on a des agents en fait qui découvrent qu'ils ont des droits. Ça, c'est la première raison. La deuxième, qui découvrent qu'ils peuvent gagner en justice. Ça, c'est aussi important, rappelons-le. On a quand même quelques victoires en justice. La mise en bière immédiate, j'en ai parlé dans plusieurs émissions, mais c'est une des premières victoires que mon cabinet a obtenues en matière de crise sanitaire. Ne l'oublions pas. Et enfin, parce que effectivement, il faut trouver aussi des avocats qui sont capables de défendre ces problématiques-là. Tous les avocats ne sont pas forcément compétents pour contester des actes réglementaires mis en place par le gouvernement. C'est une réalité. Il ne faudrait pas venir me voir, par exemple, pour aller vous défendre devant une juridiction pénale. Ce n'est pas ma compétence. Il ne faut pas bien non plus me voir pour me demander de faire de l'optimisation fiscale. Ce n'est pas ma compétence. Et c'est pareil pour les confrères. Ils ne savent pas tous contester un acte réglementaire devant le juge administratif. Donc ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, Pierre, est-ce qu'on a des questions là, à ce stade, avant que je continue d'aller sur le cœur du sujet ?
Je réactive le micro. Non, alors pour l'instant, c'est essentiellement donc des commentaires. Je n'ai pas vu de questions particulières passer. Non, c'est bon. Alors moi, j'ai vu une question, peut-on faire une procédure devant le défenseur des droits? Alors oui, c'est le défenseur des droits, c'est tout à fait possible. 20h48, c'est Steph PLM. Alors, 20h48. Eh ben, c'est la seule que j'ai. Pourquoi je ne l'ai pas? Je ne l'ai pas. Ah, ok, c'est bon. Je viens de retomber dessus. Pardon. Heureusement, oui, c'est les deux à vérifier. Voilà, donc oui, il est possible de faire une procédure devant le défenseur des droits. Alors, défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante. Elle peut faire remonter auprès du gouvernement un certain nombre de revendications portées par des citoyens, mais le défenseur des droits n'est pas une autorité judiciaire. Par conséquent, de le saisir n'est pas un recours en justice. Ça, il faut le savoir. En revanche, le défenseur des droits a des juristes. Ces juristes sont capables de faire des vraies consultations juridiques et d'alerter le gouvernement lorsqu'il estime qu'il y a des violations des libertés fondamentales. Donc c'est une voie intéressante, mais attention, elle a ses limites. Ce n'est pas une action en justice. Donc, j'espère avoir répondu à la question de Steph PLM. Merci pour cette question. Est-ce qu'on a d'autres questions avant d'aller un peu plus loin? J'ai vu un peu dans les commentaires qu'effectivement les gens partageaient mon analyse sur l'état lamentable dans lequel les finances publiques se trouvent. Effectivement, cela n'empêche pas nos ministres et nos gouvernements de s'augmenter, mais encore une fois, cet argent magique, il va falloir le payer à un moment donné ou à un autre. Et effectivement, charité bien ordonnée commençant par soi-même, on a bien compris que les restrictions, c'était pour nous les gueux, mais certainement pas pour le gouvernement. Mais j'ai envie de vous dire, on a également les dirigeants qu'on mérite. À partir du moment où vous choisissez le moins pire, nécessairement, il n'y a pas une véritable liberté de choix sur la potentielle politique qui va être menée. Et comme la politique aujourd'hui se cantonne à un choix tous les 5 ans, bah, là, on est amené pour subir pour les 4 prochaines années. C'est comme ça. Là, on est sur le domaine politique, on est plus sur le domaine juridique. Mais en tout cas, aujourd'hui, concrètement, le gouvernement n'a aucun motif d'intérêt général qui peut justifier de cette discrimination, c'est-à-dire ce traitement injustifié entre deux situations identiques. Cette discrimination qui est exercée aujourd'hui, elle ne repose sur aucune considération d'intérêt général. La seule considération d'intérêt général, ça pourrait être effectivement la question des finances publiques, mais encore une fois, c'est pas le moyen qui est mis en avant parce que ça donnerait du grain à moudre à tous les opposants qui diraient oui, mais dans ce cas-là, commencez par faire des coupes budgétaires dans vos propres budgets, c'est-à-dire arrêter effectivement de vous gaver sur le dos des contribuables. Et là, encore une fois, on est sur le domaine politique et plus juridique et ça sort de mon domaine de compétences. Mais en tout cas, les choses sont dites. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ok. Donc, Pierre, tu les notes, hein, tu n'hésites pas. Alors, on va continuer un petit peu. Donc, pour ceux aujourd'hui qui seraient intéressés par la question de savoir comment faire valoir ses droits. Tout d'abord, l'avocat n'est pas obligatoire, je le répète encore une fois. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on va dire aujourd'hui, tout ce qui se trouve sur le site aujourd'hui, peuvent être utilement utilisés par n'importe quel citoyen qui souhaiterait mettre fin à cette injustice. Je le rappelle. Ça, c'est important. Pour ceux également qui estiment que c'est un recours qui est intéressant, moi, je vous invite à vous orienter vers votre avocat, si vous en avez un. Parce que, effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur et qu'aujourd'hui, c'est une véritable injustice. Quoi qu'il en soit, donc, nous avons fait un recours sur cette question-là et au terme de l'article juridique que j'ai écrit, pour moi, aujourd'hui, il y a 2 moyens qui me paraissent être de nature à entraîner l'annulation de ce décret et notamment de cet arrêté qui prévoit la transposition de ce principe de la prime Ségur à la Convention 66, qui est la convention concernant les activités médicales et médico-sociaux. Alors, aujourd'hui, les 2 principes sont les suivants. Tout d'abord, c'est la rupture d'égalité devant la loi. Pourquoi? Alors, le principe de la rupture de l'égalité devant la loi, c'est que 2 citoyens étant dans une situation identique peuvent être traités de manière identique. C'est le principe de l'égalité devant la loi, c'est l'abolition des privilèges, quel que soit votre rang social, votre sexe, votre race, vous serez exactement traités de la même manière devant la loi. Il existe bien sûr des exceptions à ce principe. Ces exceptions, c'est lorsque des personnes sont dans des situations différentes, elles peuvent être traitées de manière différente, mais ce qui veut dire qu'il est aussi possible de les traiter de manière identique. Et la deuxième chose, c'est que 2 personnes dans une situation identique peuvent être traitées de manière différente lorsqu'il existe notamment un motif d'intérêt général.
C'est ce qui explique par exemple que dans les crèches, eh bien, vous puissiez avoir des tarifs un peu différents en fonction de votre niveau de fortune. Ça permet ainsi au système de crèche de permettre d'avoir des prix accessibles aux plus défavorisés et aux personnes les mieux favorisées, en tout cas, de pouvoir contribuer au bon fonctionnement de cet établissement. Donc ça, on voit, c'est ici où on a concrètement des parents qui ont des enfants, situation identique, mais qui vont être traités différemment en raison d'un motif d'intérêt général qui est le bon fonctionnement du service. Et bien ici, on pourrait penser qu'effectivement, la prime Ségur, qui va exclure de facto les agents administratifs et techniciens, pourrait être motivée par un motif d'intérêt général. Mais ça, encore une fois, pour que ce motif d'intérêt général puisse effectivement être invoqué, faut-il encore que la loi ou les décrets le prévoient. Et or, lorsque vous regardez encore une fois la réponse qui a été donnée par le ministère de la Santé, il n'y a aucun motif d'intérêt général qui justifie cette différence de traitement. Et encore une fois, les agents administratifs ou les agents techniciens ne sont pas objectivement dans une situation différente que les agents directement ou sont en contact des soignants, des malades. Pourquoi ? Bien parce que en réalité, ils participent tous au bon fonctionnement du service public hospitalier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces personnels administratifs ou techniciens vont avoir, d'une manière ou d'une autre, des interactions, directes ou indirectes, avec les personnes malades. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le législateur dans sa loi du 5 août 2021 qui vous dit vous devez tous vous faire vacciner parce que justement, vous êtes tous plus ou moins en contact avec les soignants qui sont eux-mêmes en contact avec les malades. Donc là, je ne fais qu'invoquer un argument qui a été mis en avant avec force pour justifier la vaccination obligatoire de tous les soignants. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le législateur. Et donc, c'est juste par principe de cohérence, parce que j'estime que le législateur n'est pas schizophrène, eh bien, ce principe de cohérence fait que si vous estimez que les personnels administratifs et techniciens sont également des soignants et qu'ils doivent se faire vacciner, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison objective de les exclure de la prime Ségur. Donc, pour ces deux motifs, ils sont indispensables au bon fonctionnement du service public hospitalier et ils participent de manière directe ou indirecte à la prise en charge des malades. À partir de ce moment-là, il n'existe aucun motif d'intérêt général qui justifie cette différence de traitement. Cette différence de traitement entraîne une rupture d'égalité devant la loi. Ça, c'est le premier argument que je mets en avant. Le deuxième argument, c'est l'argument tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Cette erreur manifeste d'appréciation, elle vient de plusieurs éléments. La première chose, c'est que, rappelons-le, les personnels administratifs n'ont pas eu de revalorisation de leur salaire depuis de très nombreux mois, voire de nombreuses années. Or, avec l'inflation galopante, la prime de 183 € net est quand même un moindre mal. Pour les personnels administratifs et techniciens relevant de la fonction publique hospitalière, il y a eu un gel du point d'indice depuis plusieurs années. À partir de ce moment-là, il est évident que cette prime Ségur, elle doit également leur être accordée parce que ça leur permettrait de pouvoir rattraper ce retard. Mais pour la Convention 66, on connaît un petit peu plus, sachant, là, il est évident que les salaires du social et du médico-social sont très en deçà de ce qui existe dans d'autres secteurs privés. Convention 66, de l'année 66. Donc c'est pour vous dire un petit peu quand même que ça fait un moment que tout ça a un peu vieilli et que ce n'est plus forcément adapté au marché du travail aujourd'hui. Pour avoir vu certains salaires pratiqués dans ce domaine du social et du médico-social, une chose est sûre, les personnes qui sont dans le social et médico-social ont renoncé de facto à l'idée même de gagner correctement leur vie. C'est-à-dire que là, il y a un sacrifice au nom de l'intérêt commun qui est quand même plus que caractérisé. Rien que pour ça, je pense que la prime Ségur de 183 € net, elle ne va pas non plus leur ajouter plus de beurre dans les épinards que ça. C'est juste un salaire décent pour vivre correctement, notamment au regard de l'inflation galopante que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est assez évident que cette prime Ségur, aujourd'hui la refuser, c'est une erreur manifeste d'appréciation. Également, cette erreur manifeste d'appréciation, elle repose sur les tâches concrètement accomplies par ces personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles participent à la bonne exécution du service public hospitalier, que ce soit pour les salariés comme pour les agents de la fonction publique hospitalière. À partir de ce moment-là, si on veut revaloriser les salaires et rendre attractif le service public hospitalier, ce qui était, rappelons-le, l'objectif de la prime Ségur, il n'y a aucune raison d'exclure de cette prime les agents administratifs et techniciens qui sont aujourd'hui des agents indispensables au bon fonctionnement du service public hospitalier. Et donc, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, l'exclusion de ces agents administratifs et techniciens ne repose sur aucune considération.
J'ai donc hâte de voir un petit peu ce que nous dira le Conseil d'État, parce que c'est lui qui est la juridiction compétente. Nous ne sommes pas dans une problématique aussi politique que la crise sanitaire. Par conséquent, j'ai un peu plus d'espoir sur une solution favorable qui soit donnée par le Conseil d'État, parce que ça ne remettrait pas en cause frontalement la politique du gouvernement. Et au pire des cas, ça permettrait au gouvernement au moins de justifier cette exclusion, autant qu'il assume le fait que les finances publiques sont aux abois et qu'aujourd'hui, accorder une prime de 183 € net également à ses agents administratifs et financiers et techniciens, eh bien, ça causerait un préjudice financier extrêmement important pour l'État. Et au moins, en écrivant ça dans un arrêt, le Conseil d'État nous donnerait du grain à moudre pour pouvoir contester un petit peu la gestion des finances publiques par la majorité politique du moment, qui, à mon sens, va être extrêmement destructrice pour les générations à venir. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur le sujet des oubliés de la prime Ségur. Alors, depuis les questions de en vue des questions, il y avait une remarque, je ne sais pas si tu peux répondre potentiellement à cette remarque, notamment Steph PLM, qui nous parle de la Convention 51. Alors, oui, alors, je ne connais pas toutes les conventions, comme je l'ai dit au début, j'ai parlé de la Convention 66 parce que j'ai été saisi par des salariés de la Convention 66 qui sont concernés par un arrêté ministériel de janvier 2022, et par conséquent, nous, on conteste aujourd'hui l'arrêté du mois de janvier 2022 en ce qui concerne la Convention 66. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé d'une convention que je ne connaissais pas. D'accord, je te remercie. Il n'y a pas spécialement d'autres commentaires. L'objectif ce soir, c'était de faire un peu une émission courte. Vous l'avez vu, d'ailleurs, on s'excuse, on a commencé à 20h30. J'avais un impératif personnel qui m'empêchait de pouvoir débuter à 20h comme on le fait habituellement. Est-ce que parmi certains d'entre vous, y a-t-il des questions donc sur Facebook ou sur YouTube? Nous y répondons volontiers. Ouais, je n'en vois pas non plus. Je n'en vois pas non plus d'autres. Et ben du coup, je pense qu'on va pouvoir stopper là. L'objectif, c'était justement de faire des émissions courtes et que justement, ces émissions, plus elles sont, entre guillemets, plus elles sont courtes, moins ça fait peur aux gens de voir les regarder. C'est vrai que maintenant, quand on voit des émissions de 2 heures ou 3 heures, ça fait toujours un petit peu peur. Donc, je pense qu'on va pouvoir clôturer ici. Donc, encore une fois, donc, pensez à vous abonner. Ce sujet donc, qui a été abordé également donc, sur le site de David Guyon avec l'article que l'on vous a mis en commentaire. Vous avez également donc, la chaîne YouTube où vous avez déjà des vidéos qui ont été abordées sur le sujet. Donc, merci David, merci à toi encore une fois de nous faire ce petit point d'information. Et n'hésitez pas à nous envoyer, notamment par mail, nous faire des retours si vous avez des sujets d'actualité que vous voulez traiter. On discute en principe fin de semaine avec David sur le sujet que l'on va traiter le lundi soir pour essayer d'être un petit peu sur le qui-vive également sur l'actualité de la semaine, comme on a eu fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, avec le pass énergétique potentiel. Voilà, on essaie de rebondir sur des sujets un petit peu d'actualité pour présenter d'un point de vue juridique une perception, une vision, une interprétation de texte et de propositions qui peut être amenée à être votée, à sortir, notamment dans les jours qui viennent. Et ben en tout cas, je ne sais pas si tu veux conclure là-dessus, David. Non, merci à tous d'encore d'être présents, de plus en plus nombreux chaque semaine. Donc, on rappelle, c'est Justice citoyenne tous les lundis à 20h. Donc, ce soir, c'était 20h30 pour des impératifs personnels, mais sinon, c'est 20h. La semaine prochaine, on va se retrouver. On a plusieurs sujets en attente. On verra lequel on choisit, mais on a la question du retour du port du masque. Vous avez vu que c'est potentiellement un sujet d'actualité. La question également du pass carbone. Est-ce qu'il va falloir payer plus pour pouvoir consommer comme avant? Ça, ce sont des véritables questions. Et enfin, on reviendra très certainement, à mon avis, sur les coupures d'électricité, parce qu'en fait, on va arriver au mois de décembre. Et moi, j'entends de plus en plus, un petit peu dans le cercle des personnes qui me côtoient, que les coupures d'électricité vont arriver. Donc là, on va faire aussi une veille un peu juridique sur le sujet. Donc ce sont des sujets qu'on abordera dans les prochaines émissions. Alors peut-être pas forcément successivement dans cet ordre-là et forcément la semaine prochaine. Mais en tout cas, moi, je vous invite vraiment à nous faire part des sujets qui vous intéressent. Cette émission, c'est la vôtre. Et nous, on se fera un plaisir de traiter ces sujets. Merci encore, Pierre, pour ce soir. Ouais, et je rebondis très rapidement, excusez-moi, juste avant de conclure. En effet, alors, moi j'ai eu déjà plusieurs alertes depuis plusieurs semaines. Vous savez, j'ai une seconde activité justement pour essayer moi, de subvenir à mes besoins. Donc, j'échange avec pas mal d'entreprises et d'entrepreneurs. Et au-delà des coupures d'électricité aussi, je ne sais pas s'il y aura des textes juridiques là-dessus, si on pourra décrypter potentiellement, tiens,
peut-être une idée, David, sur le coût de l'énergie. Qu'est-ce qui cadre on a parlé du bouclier déjà tarifaire. En fait, c'est cadré par quoi? Puisque là, il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises qui nous ont fait part. Et il suffit, le Figaro a interrogé un chef d'entreprise il n'y a pas longtemps. Et moi, dans mon entourage, j'en entends plusieurs qui ont déjà des alertes selon laquelle, à partir de janvier 2023, leur fournisseur d'électricité, enfin d'énergie, leur annonçait en fait les coûts à partir de 2023, parce que là, la crise de l'énergie, pour l'instant, ça n'a pas encore commencé. Hein, c'est pas pour vous mettre en alerte, hein, mais à partir de janvier 2023, pour certains, la facture va être vraiment énormément conséquente. Donc, je pense que ce serait intéressant aussi qu'on aborde ce sujet-là sur les coûts de l'énergie et qui risquent, pour certains, qui sont véritablement, pour les mois qui viennent, menacés potentiellement de fermetures qui ne seront dans l'incapacité totale de pallier notamment à la hausse de l'énergie pour faire tourner leurs entreprises, leurs industries. Donc, il y aura certainement un sujet d'actualité, parce que là, c'est vraiment la préoccupation de beaucoup d'entrepreneurs à partir de janvier 2023 qui ont déjà eu des courriers officiels de leurs fournisseurs leur annonçant un petit peu à quelle sauce ils allaient être mangés. Et on voit que ça commence à inquiéter. Petite encartade là-dessus, d'ailleurs. Il faut vraiment, à mon sens, regarder ces contrats parce que des contrats qui prévoient des augmentations aussi importantes, ça peut remettre quand même en cause un principe essentiel qui est la force obligatoire du contrat et notamment une certaine prévisibilité. Donc vraiment, j'invite vraiment ceux qui sont concernés par ces augmentations significatives à regarder attentivement leur contrat parce qu'à mon sens, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être quelque chose effectivement à contester. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça t'intéresse, si vous connaissez des entrepreneurs qui sont concernés, qui ont eu des factures, j'ai envie de dire, est-ce qu'ils peuvent te les envoyer, David, pour voir ces fameux contrats, pour voir s'il n'y a pas un sujet éventuellement à faire dessus? Effectivement, si parmi notre audience, il y a des personnes qui sont concernées ou qui connaissent des personnes concernées, qu'ils puissent nous adresser par mail au moins la facture avec le contrat et on se fera un plaisir de regarder pour savoir un petit peu ce qui pourrait être fait. Potentiellement, les informations qu'on pourrait donner dans cette émission pourraient servir à d'autres personnes. Et en tout cas, merci beaucoup. Clôturer là-dessus depuis, donc pas d'autres... Non, tout le monde est assez content et bienveillant. On en avait celle-ci. On fera certainement, Luciole, on fera certainement une émission sur les contre-indications ou peut-être une petite vidéo. Je ne sais pas si on pourrait tenir une trentaine de minutes là-dessus, mais en tout cas, on reviendra dessus parce qu'effectivement, ça a évolué. Et moi, j'ai des contentieux sur cette question-là. On va voir ce que le Conseil d'État va juger, mais pour moi, c'est pas très bon. Mais on en reparlera. Très bien. Voilà, Luciole. Donc, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi 20h. Cette fois, ce sera bon 20h. On s'excuse encore. Merci à toutes et tous. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube, à relier autour de vous les pages Facebook. L'objectif, c'est de gagner de la visibilité sur les réseaux. Le collectif Libertad, la page Facebook également donc, de David Guyon. Chacun relayant différentes informations. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous.